Angle d'attaque. Bonsoir, c'est l'émission dédiée aux grands noms de la presse nationale et internationale qui nous apportent leur grille de lecture sur les principaux points d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons plaisir à recevoir deux grands confrères connus pour leur perspicacité ainsi que l'objectivité de leurs analyses. Il y a d'abord Babacar John. Bonsoir Babacar. Bonsoir Hassan. Donc c'est un rituel pour nous dans cette émission. Oui. On demande d'abord à nos hôtes de nous raconter un peu leur trajectoire et on va vous le demander avec beaucoup de plaisir. Oui, avec plaisir. Alors, j'ai été donc à Sud, je crois, jusqu'en 2002, en tant que journaliste presse écrite et également spécialisé sur les questions politiques. À partir de là, donc, j'ai quitté pour créer mes propres affaires. J'ai eu donc à créer beaucoup de titres de quotidiens et d'hebdomadaires. Entre autres, on peut citer l'Hebdomag que j'ai eu donc à mettre sur place en 2009-2010. J'ai eu également à mettre sur place d'autres quotidiens, dont le Point du Jour. Les Xew également, c'était un quotidien que j'avais eu à créer dans les années 2013-2014. Après, donc, je me suis mis donc, dans la communication. J'ai eu donc à créer des structures de communication dont Belle Afrique Communication, ce qui m'a permis donc de voyager un peu à travers le monde et ce qui m'a permis donc d'engranger également un certain nombre d'expériences et de connaissances pour pouvoir revenir. J'étais également à Nouvel Horizon, déjà où j'ai eu quand même à gérer le desk politique de Nouvel Horizon. Oui, il y a également la consultance à la télévision. La consultance, aujourd'hui, donc, je suis consultant, c'est vrai, à la 2STV. Je parle donc de questions politiques et économiques parfois, et sociétales même, avec une émission que j'anime tous les dimanches à la 2STV, et qui s'appelle l'ICI Actualité, lycée de Kébi. C'est ça. Donc tous les dimanches à 21h. Oui. Et vous avez à vos côtés Bakary Domingo Mané, c'est les retrouvailles. Oui, c'est des retrouvailles. Un confrère avec qui quand même j'ai eu à partager tout. Très bien, on va lui laisser la parole afin qu'il nous raconte. Merci Hassan de l'invitation. Parler de mon parcours, j'allais dire, peut-être que c'est par hasard que je me suis retrouvé dans ce métier. J'ai fait des études de philo et spécialité philosophie politique. Voilà. J'aurais pu être dans les salles de classe en train d'enseigner la philosophie, mais quand même, j'ai été piégé, entre guillemets, en 1995. Voilà, j'ai demandé un stage à Sud, et c'est comme ça que le virus, n'est-ce pas, voilà, j'ai été contaminé par le virus, n'est-ce pas, de ce métier. Donc le CORED, voilà, donc le CORED que j'ai dirigé durant un mandat. Aujourd'hui le CORED? Il se porte à merveille parce que quand même, c'est vrai que c'est pas difficile, c'est pas facile, disons, de surveiller un peu ce que les confrères font parce que vous savez, dans ce métier, chacun est jaloux de sa liberté. Donc il suffit simplement de faire des remarques à quelqu'un. Si vous n'y prenez garde, il pense que bon, voilà quoi. Quelle est la mission du CORED? La mission du CORED, c'est quoi? C'est rappeler, disons, aux confrères que ce métier est régi, n'est-ce pas, par des normes qu'on appelle vraiment la déontologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever un beau jour, devenir journaliste. Et il y a aussi l'éthique. Hein, voyez-vous, ce métier, évidemment, a des codes, a des règles que chacun devait respecter. Malheureusement, on voit que certains qui n'ont rien à voir avec ce métier, qui ont fait irruption, n'est-ce pas, dans ces métiers, font du n'importe quoi. Évidemment, même ceux-là qui ont été, disons, à bonne école, ont aussi un comportement répréhensible, évidemment. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est moins la formation. C'est vrai, la formation, elle est importante, ça, on ne peut pas le nier, mais c'est au niveau de l'individu aussi, parce que les problèmes d'éthique se posent, malheureusement, vraiment dans cette corporation. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, après avoir quitté Sud Quotidien? Oui, aujourd'hui, j'ai créé mon propre groupe qui s'appelle le groupe Kebacom. Keba, c'est le nom de mon papa. Voilà, donc c'est une manière pour moi vraiment de le rendre hommage pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà, donc dans ce groupe, évidemment, j'ai créé, disons, un support en ligne qui s'appelle Monde Afrique, parce que je ne voulais pas simplement me limiter à donner des informations sénégalaises. Il fallait franchir, disons, la frontière de l'Afrique et aller dans le monde. Donc, si bien que, évidemment, mon site fait des reprises
des informations venant du monde entier et surtout de l'Afrique. Et maintenant, en sus de cela, évidemment, il y a des commentaires que j'ai faits, des prises de position sur des questions, comme par exemple la question, n'est-ce pas, qui nous préoccupe aujourd'hui, la question de l'électricité. Voilà, donc, on va y revenir et voilà. On peut rappeler également que vous avez quitté Sud dans des conditions assez difficiles. Hein. Oui, je ne veux jamais en parler. Vous savez, depuis que cette affaire est survenue, je n'en parle même pas. Hein, voilà, donc j'ai fait ce que j'ai à faire et peut-être, comme disait l'autre, à quelque chose malheureux bon. Hein. Ça, donc voilà quoi, je pense que tant qu'on a l'expertise, hein, tant qu'on a l'intelligence, n'est-ce pas, des choses, quoi craindre, non? Et je pense que, comme disait l'autre, hein, vraiment, ceux qui pensent qu'ils sont indispensables, hein, il faut aller visiter le cimetière. C'est là où vous vous rendrez compte que nul n'est indispensable dans cette vie. Merci Bakary. Et cet après-midi, on va soulever 3 points de discussion. Le premier point de discussion, c'est la grogne sociale et la prohibition ou l'interdiction des manifestations par l'autorité du préfet. Il y a également la communication gouvernementale face au réajustement des prix de l'électricité. Les activistes qui ont été mis en prison, est-ce que c'est mérité ou est-ce une erreur? Faut-il casser du manifestant comme le suggère un ancien Premier ministre? Et puis, quelle posture doivent avoir les partis politiques face à cette forme d'évolution sociale? Et en attendant de revenir sur les 2 autres points, on va se tourner tout de suite vers Babacar. La première question, est-ce que vous sentez que le pays connaît actuellement, est-ce que vous ressentez que le pays connaît actuellement une forme d'ébullition au niveau social? Oui, merci Hassan. Bon, cher Diaby ne me pardonnerait pas peut-être de ne pas parler de l'émission 90 minutes ensemble, émission que j'anime donc avec Cher qui anime et avec qui donc je suis consultant au niveau de l'émission. Oui, je dirais que quand même après l'élection de 2019, tous les Sénégalais avaient pensé que donc le climat devrait être apaisé. Et le président Macky Sall avait répondu même à l'appel des acteurs de la vie donc, politique et même de la société civile pour appeler à des négociations. Donc on avait pensé que ça allait continuer parce qu'il y avait le dialogue qui a commencé, qui a été entamé. Mais malheureusement, depuis quelque temps, oui, il faut le dire, le pays donc est entré dans une situation de crise avec la hausse, certes, le prétexte c'est la hausse du prix de l'électricité, mais je crois qu'on a comme l'impression que les Sénégalais quand même ne s'attendaient pas à cette situation. Parce qu'avant 2019, le président Macky Sall avait insisté sur le fait qu'il n'ait pas eu donc, de baisse au niveau des produits de denrées de première nécessité. Mais on se rend compte que depuis sa réélection, il y a le pain qui a augmenté un peu, le ciment également, et d'autres produits. Il y a également le carburant. Au moment où on avait annoncé aux Sénégalais une baisse du prix de l'électricité, même à hauteur de 50%. Donc la Sénélec se portait mieux, avait dit donc l'ancien directeur général Matar Cissé, devenu le ministre du pétrole, en tout cas de l'énergie. Voilà, subitement, les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une hausse de ce prix, alors que le président Macky Sall avait refusé le 1er mai dernier d'augmenter les salaires. Oui, il avait refusé la demande d'augmentation des salaires aux syndicalistes. Mais voilà, donc on a connu une hausse. Alors qu'au moment où les Sénégalais donc, vivent mal, ça il faut reconnaître, il n'y a pas d'emploi, on sent que l'économie, quel que soit par ailleurs hein, les taux de croissance qui sont agités à gauche et à droite, mais les Sénégalais vivent mal. Et je crois que ça, c'est venu brusquement, c'est comme si on ne s'y attendait pas. Donc voilà, c'est pour ça que la société civile et une partie de la population est en train donc, de manifester. C'est ça. Et Bakary, vous, comment vous expliquez cette forme de tension qui est en train de naître, en tout cas, dans les 4 coins du pays, et du point de vue social? Oui, je pense que c'est la réalité qui nous rattrape. Vous savez, quand une élection se passe, surtout pendant la campagne, évidemment, il y a un discours que les hommes politiques formulent, et souvent ce discours-là est à milieu de ce que ressentent réellement, n'est-ce pas, le pays. Mais une fois que l'élection est passée, voilà que la réalité commence à se sentir. D'abord, ce pays est en ébullition. Pour une bonne simple raison que je prends quelques secteurs. Si vous prenez le secteur de l'éducation,
Par exemple, les universités. Depuis combien de temps, hein, n'est-ce pas, ces universités sont en train de bouger? Et il y a des formes cycliques de grève. Et chaque fois, c'est la même rengaine. Chaque fois, disons, ce sont les mêmes revendications. Ce sont les non-paiements, le retard, n'est-ce pas, des paiements de bourse et consorts. Aujourd'hui encore, avec ce que la presse a révélé, le directeur de bourse, n'est-ce pas, qui a démissionné avec fracas, avec tous les problèmes, n'est-ce pas, qu'il a vraiment, il a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes. Vous prenez le secteur aujourd'hui de la pêche, mais comment, vous voyez la complète, n'est-ce pas, de nos frères pêcheurs, qui se plaignent de quoi? Du pillage de nos côtes, n'est-ce pas, par les bateaux. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, mais le poisson est rare, mais en plus, il est cher. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous prenez aujourd'hui le coût de l'électricité. Ça, vraiment, je pense que cette hausse, on l'a annoncé, mais en réalité, ils se sont joués de nous. La hausse, on l'a vécu bien avant, n'est-ce pas, son annonce, pour vous dire. Donc, comment peut-on expliquer cette situation de mon point de vue? C'est que le président de la République, qui avait bâti campagne, qui avait fait un certain nombre, n'est-ce pas, de promesses, tenu un certain nombre de promesses, n'est-ce pas, aux Sénégalais, avait gardé par devers lui, n'est-ce pas, cette mesure-là, parce qu'il savait bel et bien qu'après son élection, il allait augmenter le prix de l'électricité. Mais il ne fallait pas le dire avant, parce que s'il le dit avant, personne ne votera, n'est-ce pas, pour lui. Mais non, il a cassé son jeu. Les Sénégalais se retrouvent maintenant devant un fait accompli. Aujourd'hui, vraiment, le budget des ménages est en train de gruger. Voilà, parce que simplement, voilà quoi, donc la situation est de plus en plus difficile. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui que certains Sénégalais ont refusé vraiment de subir, hein, injustement, vraiment ce qu'ils sont en train de subir. C'est ça, et dans ce contexte, on peut organiser des marches, exprimer sa colère, mais on ne peut pas marcher n'importe où et sur n'importe quel périmètre, c'est-à-dire jusqu'au cœur du centre-ville à Dakar. Est-ce que Babacar, le préfet, a eu vraiment raison d'interdire tout bonnement cette manifestation qui devait se rendre jusqu'à la place de l'Indépendance? Je dirais que c'est un peu compliqué de dire que le préfet n'est pas prêt dans son droit. Le problème, tout simplement, il n'a pas évoqué, certes, dans son refus d'accepter la marche des syndicalistes, en tout cas du collectif Ñoo Lank Ñoo Bañ, il n'a pas évoqué l'arrêté Ousmane Ngom. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, c'était avec Abdoulaye Wade déjà, hein, qu'on définisse un périmètre où on ne peut pas marcher, on ne peut pas manifester. Je l'ai entendu, hein, le préfet Samb dit que oui, il y a beaucoup de commerce, c'est une zone névralgique et tout ça. Mais bon, je crois que si les marches étaient autorisées et encadrées, on ne pourrait pas peut-être avoir de problème. Là où ça pose problème, c'est quand les marches ne sont pas autorisées. On a barricadé partout. On a à la limite mis en pral un certain nombre de forces de l'ordre la moitié pouvait servir, par exemple, à encadrer une marche. Moi, je crois que le seul fait d'empêcher dans tout un périmètre, donc Dakar Plateau, des manifestations, ça, les Sénégalais ne peuvent pas l'accepter. Maintenant, on pourrait dire par rapport à des circonstances, aujourd'hui on est à la veille donc de fêtes de fin d'année, on est à la veille également de Noël et toutes les activités commerciales se déroulent donc au centre-ville. Oui, le préfet peut valablement dire que j'ai pas donné. Mais ce qui irrite les Sénégalais, c'est pas qu'il ait refusé cette marche aujourd'hui. Ce qui irrite les Sénégalais, c'est que depuis que le président Macky Sall est là, jamais on a autorisé une manifestation en centre-ville. Alors que, quel que soit ce qu'on peut reprocher au président Abdoulaye Wade, le 23 juin, il avait permis à tous les Sénégalais donc, de venir à l'Assemblée nationale. Et il en a autorisé bien d'autres, comme avec feu Sidy Lamine Niasse, à la place de l'indépendance. Donc c'est un recul. Oui, c'est un recul qu'on constate avec le président Macky Sall du point de vue donc, du droit de manifester des Sénégalais. Il ne peut pas, donc depuis qu'il est là, dire que oui, ici on ne manifeste pas. De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il craint? Même le seul fait, par exemple, que Guy Marius Sagna, avec ces quelques 2 personnes ou 3, puisse arriver jusqu'au cri du palais, on est en train d'en faire un scandale, mais alors que ce n'est absolument rien. Si, par exemple, les forces de l'ordre, et on a vu que le ministère de l'Intérieur a sanctionné le commissaire, si la police avait pu, dès le départ, empêcher à ces 3 manifestants et 4 d'accéder au palais, mais il n'y aurait pas de problème. Donc, une faille
de la police nationale ne peut pas être jeté donc, sur le dos des Sénégalais. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que jusque-là, tout était calme. C'est parce qu'on a commencé à empêcher les Sénégalais de manifester qu'on sent donc une certaine agitation de part et d'autre. Vendredi dernier, les Sénégalais, des centaines ou des milliers de Sénégalais s'étaient rassemblés à la place de l'Obélisque. Il n'y avait pas de problème. On a vite oublié. Mais c'est quand on interdit les marches qu'il y a des problèmes. Je crois que le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur devraient donc réfléchir sur cet aspect de la chose. Babacar a parlé un peu de Guy Marius Sagna. Il y a également Dr Babacar Diop et tous ceux qui ont été arrêtés lors de cette marche devant les grilles du palais. On ose espérer qu'ils vont être bientôt libérés. Est-ce qu'il valait vraiment la peine de les arrêter pour, on peut le dire, si peu, Bakary? Oui, moi quand je vois les choses, je suis un peu dérouté. Hein, et je me dis, est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat? L'arrestation de Guy Marius Sagna et de Babacar Diop et compagnie, évidemment, pour moi, ne se justifie guère dans une démocratie où on admet qu'un citoyen qui est mécontent d'une chose puisse, n'est-ce pas, l'exprimer. Alors, en quoi le pouvoir de Macky est menacé au point vraiment de prendre ces gens-là et les amener, n'est-ce pas, en tôle? Donc, c'est les questions, n'est-ce pas, qu'on s'adresse. Et l'attitude du préfet, permettez-moi d'en parler aussi, parce que c'est lui qui, disons, interdit cette marche sous prétexte que vraiment il y aura trouble à l'ordre public, sous prétexte que d'autres associations ont déposé une demande pour le même lieu. Mais on connaît la musique, on connaît la chanson. Pourquoi alors ne pas encadrer vraiment, disons, ce rassemblement-là? Et mieux encore, moi si j'étais à la place du président de la République, non seulement j'allais dire à ces gens-là, venez manifester et on encadre pour la sécurité des autres Sénégalais, de deux, j'allais même demander à rencontrer les dirigeants, n'est-ce pas, de ceux-là qui manifestent et vraiment instaurer le dialogue. Ceux-là qui ont vraiment tant soit peu, disons, au regard, n'est-ce pas, détaché, se rendent compte qu'en réalité, de mon point de vue, disons, les explications qu'on nous donne ne sont pas des explications convaincantes. Parce qu'au fond, ils ne veulent pas que quelqu'un manifeste. Ils ne veulent pas que quelqu'un élève la voix. Donc, mais attends, nous sommes dans quel pays où on n'admet pas que quelqu'un donne son point de vue, parce que, évidemment, le président Macky Sall a réussi une chose, au moins. Ça l'a réussi depuis 2012 jusqu'à présent. Il a réussi vraiment à bâillonner, j'allais dire entre guillemets, un certain nombre d'acteurs. Il est parvenu vraiment à avoir tout ce bon monde de son côté et le peuple est esselé et le peuple est seul malheureusement. C'est ça, je vous ai entendu parler d'explication. Donc on va aborder le volet communication. Babacar, quelle posture et quelle forme de communication l'État doit avoir vis-à-vis des Sénégalais pour vraiment sortir de ce brouillard dans lequel on est plongé depuis quelques semaines? Ce ne serait pas en tout cas en écoutant ce qui demande à mater les populations. Je crois qu'il y a quand même un réel problème de communication au niveau du gouvernement. On l'a lu dans la presse, on l'a entendu, le président Macky Sall accuser les acteurs de la hausse du prix de l'électricité, mais l'autre chose également, le brouillard, parce que le président de la République a besoin quand même d'une main politique. La paire, Benno Bokk Yakaar. Mais si, par exemple, ce parti-là et cette grande coalition est en train de se chamailler, de s'insulter entre eux, des querelles intestines, est-ce que le président Macky Sall peut compter sur eux pour en tout cas le défendre par rapport à cette crise? Non, ce n'est pas possible, ça c'est un fait. Donc il n'y a plus de personnel. Et je crois qu'on peut remonter également depuis 2019 avec la réélection du président Macky Sall et surtout le remaniement ministériel. Il y avait certes des personnages assez huilés dans la communication gouvernementale, Seydou Gueye, Abdou Latif Coulibaly. Il y avait en tout cas des pontes de ce gouvernement qui pouvaient à tout moment parler et qui étaient prêts à écouter, qu'on soit d'accord ou pas. Mais il a changé. Regardez maintenant le porte-parole du gouvernement. C'est qui? On ne la connaît même pas. On ne l'entend pas parler. Ce n'est pas que les acteurs directement concernés par cette crise de l'énergie qui devraient parler. Et il y a des choses également, ça on peut le dire, que ces acteurs ne peuvent pas dire. Aujourd'hui, on est en train certes d'accuser Matar Cissé et d'autres acteurs de la Sénélec de ne pas parler. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que par rapport à cette crise, tout le monde sait que l'État n'a pas pu respecter sa compensation, ce qu'il devait donner à Sénélec.
Et c'est parce que l'État du Sénégal ne peut plus continuer à alimenter la Sénélec. C'est vrai, on est en train de confondre avec une crise au niveau de Sénélec. On n'a pas vu cette crise. Mais par contre, l'État du Sénégal, avec les bourses et tout, l'État ne peut pas honorer beaucoup de ses charges, dont la compensation qu'il doit donner à Sénélec. Est-ce que le directeur de Sénélec ou le ministre Matar Seye peut venir sur un plateau et dire que oui, l'État ne nous a pas donné de l'argent? Donc c'est pour cela qu'on a des problèmes. On ne peut plus continuer à vendre, à acheter ou en tout cas à vendre l'électricité. Donc je crois que ça, c'est des problèmes internes à l'État du Sénégal, aux autorités, qui ne peuvent pas sortir. C'est pour cela que la communication est compliquée pour les acteurs de Sénélec. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Mais globalement, au Sénégal, le problème, le président Macky Sall a ce problème. Il a lui-même dit, parce qu'il n'est pas défendu. Mais quand également il y a des acteurs de premier plan qui t'ont aidé à accéder au pouvoir, quand ces personnages sont un peu écoutés parce qu'ils ont une envergure politique, et que toi, du jour au lendemain, tu les écartes de la gestion de l'État, on ne les entend plus parler. Tu amènes des gens qu'on n'a jamais connus, par exemple, des transhumants, qui ne peuvent dire que ce que tu veux écouter. Je crois que c'est dans le casting du gouvernement et en tout cas des postes qui ont été attribués à des responsables politiques qui a un problème. Très bien, merci Babacar. Bakary, on a entendu un ancien Premier ministre suggérer qu'on utilise la force vis-à-vis d'éventuels manifestants. Est-ce que vous suivez son regard? Est-ce que vous comprenez vraiment le conseil qu'il donne au président de la République? C'est vraiment une tragédie. C'est-à-dire ce conseil est une tragédie dans une démocratie où les gens veulent manifester parce que simplement ils ne sont pas contents d'une mesure que l'État vient de prendre. Face à ces gens-là, on ne suggère pas à un président de les mater. Donc pour moi vraiment c'est une tragédie cette sortie-là et je me dis, je pense au président Abdoulaye Wade qui se dit mais comment se fait-il que voilà, donc c'était son ancien Premier ministre, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas en train de regretter une erreur de casting, par exemple? Parce que pour moi, vraiment, ces propos sont irresponsables. Parce que simplement, la personne qui a évoqué cette question-là n'a pas eu suffisamment de retenue. Je ne vous coupe pas. Mais en fait, un État non plus ne doit pas dormir au point d'être surpris par un événement qui le dépasserait. Oui, je suis d'accord. C'est qu'un État ainsi doit être prévenant. Parce que simplement, il a des personnes, n'est-ce pas, qui lui donnent les informations, n'est-ce pas, qu'ici. Et ces informations, malheureusement, c'est vrai, il peut y arriver que des informations, le président de la République ne peut pas, en plus, de mon point de vue, se limiter simplement à une source d'information. Il doit en avoir plusieurs. C'est vrai, un État doit être prévenant. Mais pour moi, un État policier, dans le cas du Sénégal, n'est pas vraiment la panacée de mon point de vue. Je pense que ce qui manque de mon point de vue à ce régime-là, et qui explique, vous le dites, les problèmes de communication, quand j'entends parler de communication, c'est comme si la communication pouvait se substituer au réel, à la réalité. Non, il faut se méprendre. Voilà, il ne faut pas se méprendre. Parce que la communication ne saurait remplacer un acte que vous avez posé. Tout au plus, tout ce qu'elle peut faire, c'est d'expliquer. Or, ce qui manque, de mon point de vue, à ce régime-là, c'est vraiment la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mesure qui a été prise, on aurait dû préparer les Sénégalais à cela. Oui, mais on n'a pas été préparé. On n'a pas été préparé, donc voilà, la mesure est tombée et les gens sont à bout. Et en voulant manifester leur courroux, voilà qu'on leur tombe dessus. Parce que simplement, le pouvoir ou bien il y a trouble à l'ordre public, comme ils le disent. Vraiment, ça, c'est inacceptable. Et quand vous entendez les étudiants et les élèves républicains, c'est-à-dire de l'APR, prévenir contre une éventuelle tentative de déstabiliser le pays par ceux qui veulent marcher, est-ce que vous les prenez au sérieux? Non, je ne les prends pas au sérieux. Encore, c'est le discours politique. Je vous dis, le cynisme politique peut amener un homme politique, disons, à faire ce qu'on appelle le père, la manipulation du père. La manipulation du père, ça veut dire quoi? On crée un problème artificiellement, en s'attendant à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une réaction de la part, n'est-ce pas, disons, des populations. Et ensuite, toi qui as créé le problème, tu te retournes pour dire, maintenant, voilà la solution.
Donc c'est ça qui se passe, c'est ce qui se passe réellement. Je ne suis pas sûr que ces jeunes, et d'ailleurs on a vu l'exemple du temps de Wade, encore moins du temps du temps de Wade, on a vu comment on a manipulé, n'est-ce pas, les jeunesses des partis politiques qui se mettent, disons, qui se mettent au devant et ensuite qui jouent le rôle de fusible. Voilà, c'est des marionnettes. Voilà, donc ça n'a pas changé. Malheureusement, moi, permettez-moi d'en parler un peu. Quand je vois le comportement de ces jeunes-là, je me dis, ils ont l'âge de leur grand-père. Quand je dis ils ont l'âge, c'est une boutade. Ils ont l'âge de leur grand-père, dans la mesure où la manière dont ces gens-là, n'est-ce pas, se comportaient, c'est de la même manière, n'est-ce pas, qu'ils se comportent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision qui, disons, a en ligne de mire ce que je pourrais appeler l'intérêt général. Parce que si c'est réellement l'intérêt général, ils sont mis par l'intérêt général, peut-être qu'ils n'auraient pas eu, vraiment, je parle de façon globale des jeunesses politiques qui sont dans les partis politiques. Évidemment, il y a certains qui sont, disons, peut-être qui ont le détachement, mais il y a d'autres qui sont en train de chercher des prébendes comme, n'est-ce pas, des adultes. Et malheureusement, ce n'est pas demain, de mon point de vue, vraiment la relève. Parce que ce comportement-là, ça va être perpétué et malheureusement, c'est le Sénégal, n'est-ce pas, qui va en pâtir. Très bien. Et pour finir cette partie, on va parler un peu des organisations politiques, des partis politiques qu'on ne voit pas beaucoup sur le devant de la scène. Et face à tous les événements et tous les faits qui se passent à présent, Babacar John, comment est-ce que vous expliquez l'absence ou le mutisme, entre guillemets, des leaders de partis politiques, notamment ceux de l'opposition? Oui, quand même, c'est une question très pertinente, d'autant plus que les Sénégalais se posent des questions quant à la réaction, le comportement de certains leaders, comme Idriss Seck d'ailleurs, même Ousmane Sonko, à un moment donné, je crois que ils n'ont pas participé à la manifestation de vendredi dernier. Mais je crois qu'on peut l'expliquer. Globalement déjà, ils viennent tous d'élections présidentielles. Et vous le savez mieux que moi, au Sénégal, les leaders de partis sont assez fatigués. C'est des gens qui déboursent déjà par rapport aux militants, les rapports qu'ils ont avec les militants, et ainsi de suite. Donc, ils ont mené campagne tambour battant pendant un an, pré-campagne, campagne électorale. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué de les remettre dans le bain encore. Je crois que c'est important pour chaque leader et chaque parti de prendre du recul par rapport aux élections. On vient donc de sortir d'élections présidentielles il y a juste 6 mois ou 7 mois, je crois. Et aujourd'hui, donc, c'est important pour eux de réfléchir quant à, en tout cas, la méthode à appliquer par rapport donc à la suite des événements. Oui, on peut aussi être occupé par le dialogue. Oui, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Ouais. Le dialogue quand même est intervenu après, par la suite. Même si c'est le président Macky Sall qui a été le premier à rompre ce dialogue, en annonçant déjà les élections, le report des élections sur une fourchette de temps, sans en tout cas demander à négocier avec les partis politiques. Donc je crois qu'il est revenu à de meilleurs sentiments parce que le ministre de l'Intérieur a annoncé par rapport à la date de cette élection locale que ce sera donc en accord avec en tout cas les partisans du dialogue. Mais je crois quand même que c'est assez bizarre, quoi qu'on dise, de voir que par rapport à ce moment assez crucial de la vie politique, parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'élections présidentielles, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Le président Macky Sall ne peut pas, par exemple, annoncer, en tout cas, annoncer aux Sénégalais une bonne santé financière de Sénélec et annoncer également qu'il n'y aura pas de hausse. Et du jour au lendemain, il y a une rupture de confiance par rapport à ce qu'il avait dit aux Sénégalais. Donc, si c'est parti politique, mais je crois, ce qui est important pour les Sénégalais, c'est de voir que c'est une partie de la population qui est en train de sortir. Ça aurait été les partis politiques. On pourrait dire que oui, ils se battent juste quand même parce qu'ils ont été battus aux élections. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des syndicalistes dedans, mais c'est important qu'on ait des groupes de pression. Au-delà des partis politiques qui sortent dans la rue pour mettre, oui, excusez-moi la répétition, la pression sur les pouvoirs. Parce qu'on ne peut pas élire quelqu'un et attendre 4 ans ou 5 ans après pour lui demander des comptes. C'est important qu'il y ait des groupes de pression, c'est ce qu'on est en train de sentir. Maintenant, il faut que ces jeunes, au-delà du collectif Nyoban Nyolank, qui avait déjà créé Arle Nubok, mais il faut qu'ils se stabilisent, qu'ils soient constants par rapport au nom qu'ils donnent à leur mouvement, par rapport à leur manière de manifester. Moi-même, je suis allé jusqu'à dire que pourquoi ils ont besoin d'aller jusqu'à la place de l'indépendance. Au-delà des sanctions qu'on peut porter sur le préfet, mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour eux de continuer à manifester au niveau de la place de Koloban? Peut-être qu'avec le nombre qui va s'agrandir, le président de la République, ce qui est important, c'est de sensibiliser le président
Macky Sall, par rapport donc à ces mesures-là impopulaires, s'ils avaient, par exemple, manifesté à la place de l'Obélisque avec beaucoup plus de monde, je crois que les autorités pourront être sensibilisées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Bakary l'a dit, ils ont barricadé là-bas. Peut-être qu'il y aura une sorte d'intifada à la place de l'indépendance pendant quelques minutes, quelques heures. Mais demain, ça va être compliqué de faire sortir encore les Sénégalais pour manifester. Ils pouvaient, je ne dirais pas qu'ils vont le faire à disons, ce qui se passe là-bas, chez nos frères algériens. Oui, mais je crois qu'ils pouvaient, d'autant plus que c'est une cause noble, ils pouvaient continuer à manifester au-delà, même sans venir à la place de l'indépendance, mobiliser le maximum de monde possible, et après, certainement, le président Macky Sall sera plus sensibilisé. Il y a un problème de stratégie. Oui, je crois en tout cas sur l'affaire, parce qu'ils avaient annoncé en premier temps qu'ils iraient au palais de la République. Ils ont compris très vite lors du point de presse que ce n'est pas bien d'appeler à aller donc, devant les grilles du palais. Maintenant, un sitting à la place indépendante, on peut comprendre, mais du point de vue stratégique, moi je crois, ça pourrait être plus payant de rester donc hors de la place de l'indépendance et continuer à mobiliser les populations. Bakary, sur ce sujet, oui, rapidement. Sur ce sujet-là, moi je dis, par rapport au mutisme de l'opposition, moi, je dirais simplement qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de récréation dans la prise en charge, n'est-ce pas, des préoccupations des populations. Ce n'est pas parce qu'ils viennent, n'est-ce pas, d'une élection qu'ils vont, disons, observer une sorte de break. Non, il n'y a pas de break, en réalité. C'est vrai, il faut relativiser. Parmi ces opposants-là, il y a au moins Sonko, n'est-ce pas, qui s'est fait entendre jusque-là. Quand même, on l'a entendu à l'Assemblée revendiquer des choses et consorts, mais il a parlé d'Idrissa Seck, le mutisme de ce dernier, qui malheureusement a été, disons, a été plus ou moins, voilà, il a mis en avant son numéro 2, je pense que c'est Déthié qu'on entend de plus en plus. Mais l'un dans l'autre, pour moi, je pense que cette opposition a reçu un coup de massue, a été assommée. Et pourquoi? Et je reviens encore, disons, au stratège, n'est-ce pas, Macky Sall. Quand, après l'élection présidentielle, il a posé 2 actes qui aujourd'hui expliquent, aujourd'hui de mon point de vue, ce que nous sommes en train de vivre. Dans un premier temps, il nous sort cette histoire de, disons, de Premier ministre. Il n'y a plus de Premier ministre, c'est terminé, alors qu'il n'en a pas parlé pendant l'élection, donc personne ne s'y attendait. Deuxièmement, il nous sort de son chapeau de magicien, disons, le dialogue politique. Et dans ce dialogue-là, avec en ligne de mire une sorte de gouvernement d'union nationale. Voilà, une façon de ferrer un certain nombre de politiques. Troisièmement, c'est le statut de l'opposition. Oui, le statut de l'opposition, où on a fait miroiter que 2 milliards sont en jeu. On comprend alors que l'opposition soit dans cette posture-là, ou du moins une certaine opposition soit dans cette posture-là, mais au-delà de tout cela, il y a ce que j'appelle la faillite, n'est-ce pas, du discours politique. Ça, ce discours ne mobilise plus, ça tout le monde le sait aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, ils pouvaient appeler à des manifestations sans manifestation, mais les Sénégalais, de mon point de vue, ne sortiront pas en masse. Et malheureusement, aujourd'hui, la société civile qui s'est substituée plus ou moins aux partis politiques a du mal aussi à y arriver, parce que simplement, le problème est profond. Le problème est profond, et puis voilà quoi, donc je pense qu'on y arrivera. Très bien, Bakary. Donc on va aborder de ce fait la deuxième partie de l'émission qui sera axée sur la sécurité pour les Sénégalais. Est-elle garantie ou est-ce qu'elle est en train de se dégrader? Nous faisons allusion bien sûr aux braquages qui ont eu lieu dernièrement. Et puis le plus retentissant, donc c'était à Saint-Louis, on l'a vu, il y a eu même mort d'hommes. Quelle doit être donc la stratégie et la réaction du ministère de l'Intérieur? Alors, je me tourne du côté de Babacar. Il y a eu des braquages, il y a eu vol de bétail, il y a des agressions à Dakar, dans la capitale, on les voit tous les jours. Est-ce que vous avez le sentiment que la sécurité quotidienne et globale des Sénégalais est en train de se dégrader? Oui, c'est vrai qu'on peut le dire. Parce qu'il y a 2 phénomènes qui existent maintenant dans le pays. À Dakar, c'est les braquages, hein, c'est les braquages avec les jeunes sur des motocyclettes, en tout cas, qui arrêtent les populations. Donc ça, c'est un phénomène qu'on constate. Et même s'il y a également mort d'homme dans la banlieue un peu, là, avec la jeune femme qui a été tuée il n'y a pas longtemps. Et maintenant, dans les régions, on assiste de plus en plus à des phénomènes donc de bandes armées.
Ce n'est plus maintenant les troupeaux, le vol de bétail, mais maintenant c'est des infrastructures, c'est des structures de banques, en tout cas financières ou autres, qui sont attaquées. Ce qui s'est passé à Saint-Louis, donc tout là. Il y a un moment, c'était également dans la banlieue, et ils n'ont pas peur. Ils sont bien armés, ils s'attaquent donc aux forces de l'ordre. Il n'y a pas longtemps déjà, je crois que c'était vers Tambacounda, où le commandant de la brigade de gendarmerie a été tué, oui, à Koupentoum, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc il y a ce phénomène qui existe, mais ça ne concerne pas que le ministre de l'Intérieur. Hein. C'est transversal. Même déjà, c'est la gendarmerie, donc c'est le ministère des Forces armées, en tout cas les forces armées qui sont concernées. Mais je crois que le chômage également, le manque d'emploi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer les Sénégalais aujourd'hui? Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir un peu. Ce qui s'est passé, en tout cas avec la manifestation, toute cette armada donc, de forces de l'ordre qui a été dégagée, si on le mettait donc un peu partout dans ce pays-là, oui, il faut faire sortir de plus. Mais on s'en rend compte hein, de plus en plus à Dakar, il y a les policiers un peu partout, mais ça c'est pour la circulation. Mais il faut que les Sénégalais, du point de vue de l'électrification un peu partout, parce que Dakar, il y a des zones tellement sombres, même s'il y a des améliorations, certes, il faut le noter, qui ont été faites, mais je crois qu'il faut que ça soit éclairé un peu partout pour que, en tout cas, ces malfrats n'aient plus donc cette idée à attaquer les populations. Mais je crois qu'également, il faut sécuriser les populations en leur donnant du travail. Parce que tous ces jeunes qui en manquent un peu, l'arène, il y a, on peut le dire, ces jeunes qui étaient dans l'arène, qui pouvaient gagner un peu donc en s'adonnant à la lutte hein, sénégalaise, mais aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Aujourd'hui également, quand il n'y a pas d'emploi, il faut s'attendre à ce que ces jeunes-là, peut-être agressent, même si ça ne se justifie pas, agressent peut-être pour avoir un gain quotidien. Je crois que l'État devrait mettre beaucoup plus de moyens. C'est vrai, on voit hein, des véhicules un peu partout, de policiers, mais on devrait mettre beaucoup plus de moyens, surtout dans les régions. Je crois que ce qu'on investit à Dakar, ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Ce qu'on investit en infrastructure à Dakar, je crois qu'il est temps qu'on sorte tout ça dans les régions pour que les jeunes qui sont là, peut-être en surnombre, et peut-être qui n'ont pas de travail, puissent aller dans les régions. Parce que beaucoup d'entre eux, comme moi, n'habitent pas à Dakar. Je sais également, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, beaucoup de Sénégalais n'habitent pas à Dakar. Si on investissait un peu plus à Dakar, en tout cas dans les régions, au-delà des milliards au niveau des infrastructures, au niveau du terre, au niveau du BRT, je ne sais pas quoi. Mais si on investissait un peu plus dans les régions, je crois que les jeunes pourront aller dans les régions et travailler un peu plus. Ça pourrait certainement diminuer les agressions. Bon, avant de venir à Bakary, vous avez parlé un peu de lutte qui ne marcherait plus, qui serait en crise. C'est vrai. Et aujourd'hui ou hier, on a entendu l'arrestation d'un promoteur. Nicolas, oui. Sûrement, ça ne va pas arranger les choses. Oui, l'affaire de Luc Nicolas, tout le monde savait qu'il était en sursis. D'autant plus que la Cour suprême avait confirmé donc, la décision de la Cour d'appel de Saint-Louis. Donc, on s'attendait du jour au lendemain. Maintenant, ce qui n'a pas été à sa faveur, c'est qu'il est en train de signer un combat de lutte entre Ama Baldé et Modou. Et dès lors qu'il a signé, que je crois que ça a été annoncé dans la presse, oui, la gendarmerie l'a arrêté, l'a alpagué. Je crois que ça aurait été mieux pour Luc Nicolas de faire en tout cas profil bas. Je crois qu'il était en sursis. Tant qu'il était dans son petit coin, personne n'en parlait. Mais dès qu'il a signé le contrat de lutte entre Ama et Modou, voilà, la gendarmerie de Thiès l'a arrêté. Et oui, et je crois que, mais bon, il a eu tort quand même par rapport à cette affaire de drogue. Et j'ai l'impression que les gérants de Lamantine Beach sont en train donc de mettre la pression sur les autorités judiciaires, d'autant plus que oui, ils ont eu gain de cause dans ce combat contre Luc Nicolas. Très bien. Oui, Bakary. moi, par rapport à la sécurité. Quand on prend Dakar, vous prenez, disons, un certain nombre de quartiers où vous avez juste un commissariat, mais pour combien d'habitants? Avec tous les problèmes d'insécurité, n'est-ce pas, que nous savons, avec les morts d'hommes auxquels nous assistons, ça et là, pour dire qu'en réalité, de mon point de vue, ces braquages-là, ces braquages que nous avons, disons, ces temps-ci, peuvent s'expliquer de mon point de vue, entre autres, par la porosité, n'est-ce pas, de nos frontières. Parce que parmi ces braqueurs-là, il y a des non-sénégalais. Peut-être que ce n'était pas une pratique sénégalaise là. Ces gens sont venus, ils peuvent entrer n'importe comment dans ce pays, ils peuvent faire n'importe comment, et en se liguant avec certains Sénégalais, ils sont en train de faire des pillages. Mais mieux, les endroits où ils font, n'est-ce pas, leur forfait, ce sont des endroits où ils étudient. Ils étudient quoi? Est-ce qu'il y a suffisamment de forces de l'ordre pour nous arrêter? Ce n'est pas des gens qui viennent comme ça, non.
ils étudient aussi, n'est-ce pas, le mouvement, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre, donc ils peuvent, n'est-ce pas, arriver à leur forfait. L'un dans l'autre. Pour moi, de mon point de vue, non seulement on doit renforcer le nombre, n'est-ce pas, de forces de l'ordre à travers, n'est-ce pas, tout le pays. Deuxièmement, on doit aller vers ce que j'appelais, disons, la sécurité de proximité. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui ne font rien. Mais le Sénégal, pardon, l'État ou, n'est-ce pas, disons, les mairies, pouvaient trouver vraiment une formule pour occuper ces jeunes-là. Mais il y a eu la trouvaille des ASP, ça ne vous convainc pas? Oui, non, ça ne me convainc pas. Je pense que les ASP, de mon point de vue, puisque je parle du manque d'effectifs au niveau des forces de l'ordre, les ASP, on doit les reverser, n'est-ce pas, dans la police. Créer maintenant une police de proximité où l'État, n'est-ce pas, et les mairies vont se mettre en jonction pour occuper ces jeunes-là qui ne font rien, qui n'ont pas de travail, qui peuvent bel et bien assurer, parce qu'ils connaissent leur quartier, ils savent qui est qui. C'est beaucoup plus efficace d'ailleurs que les commissaires, commissariats, où il n'y a pas assez, n'est-ce pas, de matériel, ils n'ont même pas de véhicules, la plupart d'entre eux, donc c'est des véhicules qui tombent en panne, il n'y a pas assez de matériel et consorts. Ils veulent bien faire les choses, mais l'État ne nous a pas donné les moyens. Contrairement à ce que nous voyons, quand il s'agit maintenant de mater, comme disait l'autre, de mater, n'est-ce pas, les populations, là on sort une armada pour faire croire que la police est blindée, que la police a de gros effectifs, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Nous sommes loin, très loin, n'est-ce pas, des normes. Voilà, c'est ça. Voilà. Avant de sortir de ce sujet et d'aborder la dernière partie de l'émission, on va parler un peu de la crise qui sévit dans nos universités avec ces nouveaux bacheliers qui ne sont pas orientés. Bien sûr, on a vu cette forme de vitalité démographique, c'est une bonne chose, mais c'est également une bombe à retardement. Est-ce qu'on doit renforcer les infrastructures d'accueil ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment sortir de la crise universitaire? Oui, je crois que c'est ça exactement la solution. Renforcer les infrastructures. Le président Macky Sall, c'est vrai, se vantait, oui, de dire qu'il y a eu beaucoup plus de nombre de lits dans les universités que depuis 1960. Il y a eu, c'est vrai, hein, beaucoup d'efforts qui ont été consentis au niveau des universités, mais ce n'est pas suffisant. Comme vous l'avez dit, hein, on a vraiment une population à majorité jeune, et jusqu'à 40 000, en tout cas bacheliers, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qui sont là. Et le président, les autorités ont été obligées de verser tout ça, parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à payer dans les universités privées. Mais malheureusement, l'accueil n'est pas ce qui devait être. Maintenant, ils ont fait du forcing en mettant tous ces jeunes bacheliers-là dans les universités publiques, et malheureusement dans des conditions dramatiques et très difficiles. Il n'y a pas assez de place pour eux, il n'y a pas assez de matériel. Les laboratoires, j'ai entendu au niveau de Ziguinchor, ils disaient que même du point de vue du laboratoire, il n'y avait pas assez de matériel, il n'y avait pas assez de place des étudiants. Et voilà, du tic au tac, subitement, on les amène, on les verse dans les universités avec des conditions vraiment d'études assez rocambolesques. Je crois que ce qui devrait être fait, c'est d'augmenter les infrastructures, d'en construire davantage, d'autant plus qu'on est loin d'atteindre donc le taux qui est valable pour toutes les universités africaines. Je crois que c'est jusqu'à 2% par rapport donc au nombre de bacheliers, hein, mais on est loin d'atteindre, mais on a comme l'impression qu'on a un nombre qu'on ne peut pas gérer. Et je crois que dans un cadre global, la jeunesse est devenue un fardeau, alors que les jeunes Sénégalais devraient plutôt être des atouts, des avantages pour nos pays. Mais malheureusement, ça pose problème. Ça pose problème. Et dans les universités, on est en train d'assister donc à cela. Mais il faut augmenter les infrastructures. Monsieur Sabakary, qu'est-ce que vous en pensez? La question universitaire, pour moi, Hassan, pour abattre un arbre, il ne s'agit pas simplement d'arracher les branches. Il faut s'attaquer, n'est-ce pas, à la racine. Pour moi, ce n'est pas une question de lit, ce n'est pas une question d'effectif. Il s'agit d'une question de système. C'est-à-dire que c'est le système d'éducation, de notre éducation, n'est-ce pas, qui pose problème. Regardez, depuis le primaire, depuis la maternelle, n'est-ce pas, jusqu'à l'université, ce cursus, quand vous le voyez, c'est comme si tout le monde était destiné pour l'université. Non, 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 c'est une aberration. Normalement, on devait commencer vraiment à orienter les élèves à partir, n'est-ce pas, du BFM. Ceux-là qui peuvent faire vraiment l'enseignement professionnel, n'est-ce pas, s'y mettre tout de suite parce qu'ils sont encore jeunes. Ceux qui peuvent continuer à avoir, au niveau du terminal, on les oriente encore dans d'autres filières. Et ensuite, les élites, n'est-ce pas, viennent à l'université. Voilà, c'est ce qui devait se passer. Mais malheureusement, nous avons hérité, de mon point de vue, d'un système français, n'est-ce pas, qui met en avant
non pas le savoir-faire, mais voilà quoi, donc c'est vraiment la théorie. Imaginez, vous faites votre cursus de la maternelle jusqu'à l'université, où vous apprenez quoi? Vous êtes au département, n'est-ce pas, d'histoire et géographie, mais après la maîtrise ou bien après le master, qu'est-ce que tu peux faire en dehors, n'est-ce pas, de l'enseignement? Parce qu'on tape. Or, on devait, en cours de chemin, de mon point de vue, vraiment créer d'autres filières. Donc, pour moi, le problème n'est pas au niveau, quand j'entends le président dire oui, nous avons augmenté le nombre de lits, ce n'est pas là la solution. La solution ne se trouve pas à ce niveau-là. La solution, c'est en amont. C'est-à-dire qu'avant que la vague là arrive à l'université, qu'on puisse, n'est-ce pas, la disperser avant d'y arriver. Malheureusement, donc eux, ils savent que la solution n'est pas, et d'ailleurs, permettez-moi de terminer par ça, la mesure que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur vient de prendre en disant qu'on ne va plus orienter les étudiants dans les filières professionnelles, mais ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et là, on est en train vraiment j'allais dire vraiment de saquer les enfants. Parce que, oui, mais attendez, l'État devait trouver notre solution, de mon point de vue. Mais on ne devait pas arrêter la vague comme ça, et en sachant que les universités n'ont pas assez de place vraiment pour accueillir les nouveaux bacheliers. Très bien. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à Ziguinchor. Jusqu'à présent, des bacheliers ne sont pas orientés. Et j'ai entendu un bachelier dire, oui, on ne nous oriente pas, nous, Sénégalais. Pendant ce temps, on prend des étrangers, on les met, n'est-ce pas, à l'université à Sansec. Parce qu'ils payent plus. Donc, voilà, donc il y a des problèmes à ce niveau-là. C'est pas de la xénophobie, ça. C'est pas de la xénophobie. Non, c'est pas de la xénophobie, je ne suis pas sûr, mais c'est de la préférence nationale. Voilà, ça nous permet en tout cas d'aborder le dernier tournant de cette émission avec un peu de géostratégie, en parlant de la tentation de s'incruster au pouvoir par les chefs d'État africains, en tout cas de la région. On commence par la Guinée, où le président Condé a annoncé hier un nouveau projet de constitution, en fait, une nouvelle constitution, un projet de nouvelle constitution. Est-ce que, Babacar, vous sentez que Alpha Condé a l'intention vraiment de briguer un troisième mandat? Oui, c'est ce qu'on sent. Ce qu'on sent également par rapport à tous ces pays limitrophes. Un troisième mandat. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de théoriser la fin des 2 mandats. Je crois que tous les États, en tout cas, étaient d'accord pour qu'il y ait exactement 2 mandats en Afrique. Alors aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de théoriser le fait que, oui, pourquoi 2 mandats? Pourquoi on ne devrait pas laisser les peuples, en tout cas africains, choisir par rapport à la durée du mandat de leur président? Non, ça pose problème. Alpha Condé, déjà, il y a eu donc assez de morts en Guinée, qu'il puisse continuer. Il y a eu beaucoup de populations qui ont manifesté pour la fin de son deuxième mandat. D'autant plus que la Constitution, il ne dit pas quelque chose de clair. Il dit un nouveau projet de Constitution, mais tout le monde s'attend à ce qu'il incruste dans cette nouvelle constitution, donc le fait d'avoir un troisième mandat. Donc ça, c'est un problème en Guinée. D'autant plus que l'Union africaine, sous la conduite du président nigérien, Issoufou, oui, a carrément voté la fin, donc en tout cas pour 2 mandats en Afrique. Ils sont tous d'accord. On ne puisse pas comprendre qu'Alpha Condé, comme d'autres présidents africains également, en Côte d'Ivoire, et peut-être même au Sénégal, on attend de voir. Oui, mais je crois que c'est... Voilà, bon, il nous reste 2 minutes sur le même sujet. Bakary. Oui, je pense que la question du troisième mandat en Afrique, voilà, donc ça fait débat. Ce qui se passe en Guinée et ce qui va se passer certainement en Côte d'Ivoire avec Ado, qui disait que si l'autre, voilà, si l'autre se présente, l'autre c'est qui? C'est Bégué. Donc ils ont le même âge pratiquement. Voilà, et pourquoi pas le Sénégal aussi? Parce que c'est même Ado qui dit que si l'autre se présente, il a aussi la possibilité de le faire, parce que la Constitution ne l'interdit pas du tout. C'est pourquoi moi je voulais amener la question vraiment de la morale, la question, n'est-ce pas, de l'éthique. Parce que si on se limite simplement, disons, à la loi, évidemment, il y a toujours des astuces vraiment pour contourner la loi. Je pense que c'est une question morale, c'est une question d'éthique. Et la plupart du temps, pourquoi ils s'accrochent tant, n'est-ce pas, au pouvoir, aller auditer, n'est-ce pas, leur gestion. Ils ont peur de représailles, certainement, après avoir, n'est-ce pas, quitté le pouvoir. Donc,
l'un dans l'autre, pour moi, de mon point de vue, c'est eux qui se mettent dans cette situation-là. Pourquoi ne pas être transparent vraiment dans la gestion du pays? Pourquoi, après avoir eu tout ce que le pays vous a donné, vous voulez encore en avoir plus? C'est cela la question morale de nos États aujourd'hui. Donc, pour moi, la question, vraiment, ce n'est pas simplement la loi, c'est la morale, c'est l'éthique, n'est-ce pas, qu'il faut régler une fois pour toutes. Très bien, merci beaucoup. Le temps est épuisé, on n'aura pas davantage de temps donc, pour aborder le G5 et Barkhane, mais c'est partie remise. En tout cas, nous allons vous remercier pour votre grande générosité, Babacar. Merci beaucoup. Merci, c'est partagé, Hassan. Et puis c'est un grand plaisir de te retrouver dans les médias sénégalais. C'est un grand plaisir vraiment de vous retrouver. Hein, donc vous avez fait les beaux jours de... Voilà, je ne veux pas faire de la publicité. C'est vrai. Et c'est un honneur vraiment de vous avoir... Non, la RTS, ce n'est pas une publicité, c'est notre télévision nationale. Hein. C'est vrai. C'est la même famille. Voilà, c'est la même famille. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Nous allons donner rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine. Et d'ici là, restez avec ITV et très bon week-end à tous. Bonsoir. Angle d'attaque.